Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Aubin Lafont. En premier lieu, je vais vous représenter rapidement le projet Agro et pourquoi le projet Agro a émergé, notamment dans le sud-ouest. Aujourd'hui, il y a d'autres structures dans toute la France qui s'intéressent à notre projet qu'on conduit avec les agriculteurs. Donc, c'est quand même intéressant de délocaliser les initiatives qui ont été amorcées ici. Ensuite, je vais vous présenter certains résultats, des méthodes toutes simples avec quelques graphiques que tout le monde est capable de faire, n'importe qui, un agriculteur, un animateur, un technicien, pour faire plutôt du développement agricole sur le terrain, donc pour accompagner les agriculteurs qui veulent aussi se lancer dans ces thématiques et qui sont un peu esselés. Et enfin, je vous présenterai, donc là, il y aura d'autres agriculteurs qui en témoigneront cet après-midi, des photos, des expériences d'agriculteurs qui se sont lancés sur des couverts végétaux en bio. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire un focus sur le bio. Dans le projet agro, c'est pour tous les agriculteurs. Il n'y a pas uniquement des agriculteurs en bio, mais aujourd'hui, on a focalisé un peu plus sur des initiatives. Donc, je pourrais répondre à certaines questions concernant les mises en place de ces couverts végétaux et des cultures. Par contre, je n'aurai pas toutes les réponses parce que je ne connais pas sur le bout des doigts toutes les fermes qu'on suit. Donc certains sont dans la salle, ils pourront aussi venir m'aider, je pense, ou dans les discussions de cet après-midi sur cette thématique. Alors pour commencer, me suis permis de représenter cette diapo qui représente tout simplement un agriculteur qui est face à de nombreux enjeux, qui est souvent tout seul, souvent inquiet, souvent dans des impasses, parce qu'il doit répondre à des exigences réglementaires, à une société de plus en plus en attente, et aussi à des exigences de la filière et des territoires. Donc vous voyez, vous êtes nombreux ici agriculteurs, vous êtes toujours en plein milieu, vous êtes tout seul, et comment on fait pour avancer? Parce que si aujourd'hui l'agriculture française se porte bien, ça se saurait. Vous ne serez pas aujourd'hui 200 individus dans un colloque sur la thématique du semi-direct, de l'agroforesterie, et ainsi de suite. C'est bien qu'il y a des problèmes, et vous cherchez toujours des solutions. Et heureusement, parce que vous les trouvez souvent, l'innovation vient toujours de chez vous. Donc heureusement que vous êtes là. Et quand on est agriculteur, qu'est-ce qu'on veut? On veut assurer la durabilité de sa ferme, parce qu'on veut être fier de sa ferme, on veut la pérenniser, on veut la transmettre, c'est très important dans le développement. Et on veut aussi vivre de son métier. Et le métier d'agriculteur, c'est de vivre de sa production notamment. Alors, ces agriculteurs qui sont esselés, quand on est au bout du rouleau et qu'on est en bas du mur, on essaie de trouver des solutions. Ces agriculteurs en question s'intéressent notamment à raisonner le carbone sur leur ferme. Pourquoi on raisonne le carbone sur la ferme, c'est pour gagner en durabilité. Le carbone, en fait, dès qu'on pense carbone sur la ferme et qu'on pilote le carbone, on s'intéresse directement à la photosynthèse. On s'intéresse aussi directement à la qualité du sol. Le carbone, c'est l'humus. L'humus, on le retrouve où? Quand les terres sont peu cultivées ou cultivées avec des plantes géantes, sous les forêts, ainsi de suite. C'est à ça dont on s'intéresse avec les agriculteurs. C'est ce pilotage de carbone qu'on a souvent oublié et qu'on remet au cœur du raisonnement. Et ce carbone, il vient essentiellement du génie végétal. Le génie végétal, pourquoi? Parce que c'est le seul capable de capter le carbone de l'air, l'utiliser pour la croissance et ainsi de suite, et d'en réinjecter dans le sol. Je tiens bien à préciser, ça fait partie des stratégies à adopter par les agriculteurs pour, pour gagner en fertilité dans les sols, composante biologique qu'on a souvent oubliée. Aujourd'hui, on se réintéresse. Merci pour la question précédente sur qu'en est-il de l'activité biologique dans les sols. Eh bien, la biologie des sols, c'est le pilier de la fertilité des sols et donc c'est le pilier des performances globales sur une ferme. Donc ces agriculteurs, eh bien, ils sont partis d'un constat, un constat qui est souvent alarmant. Bon, ici dans le sud-ouest, entre l'Haute-Garonne et le Gers, la Haute-Garonne, vous êtes souvent dans les situations comme ici, le diagramme de gauche. Et ces agriculteurs, eh bien, ils sont partis d'un raisonnement tout simple. On va faire du carbone intrant pour des territoires riches et vivants et surtout des territoires qui sont créateurs de richesses. Donc on diversifie, on intensifie sur un hectare par des arbres, par des couverts végétaux, par des cultures intermédiaires. On réduit les consommations de carbone, carburant, ainsi de suite, pour pouvoir produire et diversifier et apporter de la richesse. Et ça, je pense que tout le monde le souhaite. Alors, c'est dans ce contexte-là que des agriculteurs se sont regroupés, accompagnés par d'autres associations d'agriculteurs, accompagnés par des structures locales, des associations qui sont plutôt pour le développement d'une agriculture, on va dire, durable, ainsi de suite. Et ces agriculteurs-là, partant de ce constat que je vous ai remis en haut, des terres nues qui ne produisent pas de carbone à l'année, qui se détériorent,
eh bien, se sont fédérés et se sont mis en réseau pour créer des références toutes simples que tout le monde peut s'approprier pour faire du développement et intéresser d'autres agriculteurs qui sont prêts à changer de cap, qui sont prêts à s'investir sur ces thématiques. Donc ces agriculteurs créent des références que nous, on reprend dans le projet agro avec d'autres partenaires qui sont localisés un peu partout sur le bassin d'Our-Garonne. Plus ça va, plus il y a des partenaires locaux des territoires qui s'approprient la méthode pour démultiplier l'acquisition des références et surtout pour faire de l'animation locale avec des agriculteurs. Et donc c'est bien les agriculteurs du réseau qui alimentent le projet agro, plus d'autres agriculteurs qui ne sont pas du réseau mais qui sont aussi tout à fait performants et pertinents à contacter et à échanger des informations. Et ensuite, eh bien, il y a toujours des apports de connaissances qui viennent de la recherche scientifique, des revues scientifiques, ainsi de suite, en faisant bien la part des choses. Et ensuite, l'idée, c'est de faire de la diffusion sur tout le bassin. Donc ici, juste rapidement, pour les représenter, vous avez les différents partenaires fondateurs, on va faire très vite. Les partenaires qui sont investis depuis le début, puis il s'en est rajouté, notamment avec des chambres d'agriculture depuis 1 an, des financeurs. Et ici, vous avez toutes les fermes du réseau agro qui ont été suivies avec un protocole de suivi simple. Et vous avez aussi certaines fermes, je n'ai pas mis la légende, qui participent surtout à de la communication et au transfert de savoir-faire entre les agriculteurs, sur lequel on ne fait pas forcément des suivis. Voilà, ici donc vous avez tous ces agriculteurs-là, et on a une autre carte que je n'ai pas présentée aujourd'hui, qui représente, en fait, sûrement vous la connaissez, un potentiel de 300 agriculteurs, une étude qu'on avait faite, un potentiel de 300 agriculteurs qui sont intéressés par toute la thématique sur les couverts végétaux, ou les cultures intermédiaires plus généralement, et l'agroforesterie, et le semi-direct. Mais le semi-direct, comme vous l'entendez vous, agriculteurs, le vrai semi-direct, pas le semi-direct comme on entend souvent, qui est en fait du non-labour avec un passage de cover crop et un coup de vibro. Le vrai semi-direct. Voilà. Donc ça, c'est pour vous présenter rapidement le projet. Dans le cadre de ce projet, je vous ai dit, on fait des évaluations toutes simples de suivi des performances avec les agriculteurs. Donc on a 2 échelles d'analyse. Une première échelle d'analyse qui est plutôt à l'échelle de la ferme, pour avoir une vision globale et sortir des tendances sur les performances globales de la ferme et voir comment on s'améliore, au contraire, comment on régresse entre différents indicateurs. Et ensuite, on a plutôt une évaluation de terrain avec les agriculteurs en faisant de l'animation de groupes, ainsi de suite. Donc pour l'évaluation des performances globales de la ferme, on utilise l'outil Indiciad, donc c'est un outil de multicritères d'évaluation de la durabilité, comme il en existe plein aujourd'hui en ligne ou sur différentes structures. Donc ici, vous avez tout simplement, je vous le représente rapidement, un radar, donc ça représente les performances globales de la ferme, et plus vous atteignez l'extérieur du radar, plus vous êtes performant pour un indicateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire la part des choses. Il faut que certains indicateurs soient à l'extérieur, mais globalement, il faut qu'on soit très performant. Donc, ça reprend les différents indicateurs de la durabilité et du pilier de la durabilité. Donc, je vais juste vous présenter quelques résultats d'agriculteurs qui sont un agriculteur biologique dans le Gers, qui ont été suivis soit par moi au début, soit par le GAM en suivant, et qui se sont inscrits dans le projet agro. Donc, on ne va pas faire tous les indicateurs loin de là, on va en prendre certains. Et l'idée, c'est de vous amener de la réflexion et de vous poser des questions, comment on pourrait l'améliorer, comment l'agriculteur peut faire sur sa ferme pour être plus performant pour un indicateur. Alors le premier indicateur, il est génial, il est tout simple à comprendre, c'est le bilan énergie. C'est sur une ferme, combien il me faut d'énergie pour produire une valeur énergétique. En gros, on compare tout ce que j'ai produit à tout ce que j'ai consommé. Donc c'est très facile. L'idéal étant d'être supérieur à 1. Si on est inférieur à 1, ça veut dire qu'on consomme plus que ce qu'on produit. En termes énergétiques, je dis bien. Donc ce n'est pas forcément l'idéal. Ici, vous avez plusieurs agriculteurs. Donc toujours, je vous les ai mis en bas, ils seront toujours ici. Il y a 5 agriculteurs. Vous observez très nettement qu'il y a des agriculteurs qui sont largement au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'ils produisent beaucoup plus d'énergie que ce qu'ils consomment. Et notamment, en ayant 2 récoltes différentes, eh bien, certains s'améliorent de plus en plus. Il me semble que j'ai fait une animation, voilà. Certains ont un bilan énergie qui est multiplié par 2, tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils maîtrisent de plus en plus la technique. Ces agriculteurs-ci, ce sont des agriculteurs qui étaient en TCS, ils sont petit à petit orientés vers le semi-direct, et ils maîtrisent de plus en plus ces techniques, donc avec de la formation, de l'échange et ainsi de suite, et ça les fait avancer très très vite. D'autres ont un peu plus de difficultés, c'est-à-dire qu'ils sont autour de 1 ou légèrement au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'ils produisent très peu d'énergie comparé à ce qu'ils consomment, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc là, eh bien,
il faut continuer à travailler sur ces thématiques et surtout voir pourquoi on produit moins d'énergie que ce qu'on consomme. Ensuite, un autre résultat qui concerne le bilan azote global sur la ferme. Vous voyez très rapidement que l'ensemble des agriculteurs, enfin la majorité des agriculteurs, ont un bilan azote sur leur ferme négatif en agriculture biologique. Parce qu'ils n'ont pas de fertilisants chimiques, ils n'ont que de l'organique et encore pas toujours. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'une fois les cultures récoltées, ils exportent énormément d'azote comparé au retour d'azote au sol. Le seul levier possible en agriculture biologique, c'est soit amener des apports, des amendements organiques, soit amener des légumineuses qui vont vous faire un booster, parce que je sais qu'il y en a certains ici qui sont en bio, je ne se vois plus, qui vont faire un booster au semis qui est quand même un peu indispensable pour que les cultures fonctionnent comme il faut. Et donc si vous n'avez pas cet apport d'azote, on va dire soit organique, soit minéral, et bien vous êtes en déficit d'azote sur votre ferme, continuellement. Et plus ça va, plus vous n'avez pas suffisamment d'azote. Il y en a un seul qui arrive à faire suffisamment d'azote, tout simplement parce qu'il rapporte, parce qu'il a l'avantage d'avoir un voisin qui a du fumier localement. Il met 50 tonnes de fumier hectare, donc il charge un peu. Et il fait beaucoup de légumineuses, et toutes ces cultures sont associées à des légumineuses. Ils font des soja, les deux. Ils font aussi des luzernes, des trèfles, ainsi de suite, qui leur permettent de réintroduire dans leur système suffisamment d'azote. Alors que les autres exportent énormément d'azote et donc sont un peu en perte de vitesse sur certaines cultures. Ensuite, un autre indicateur qui est intéressant à connaître aussi, c'est l'utilisation de sol. Combien il me faut d'hectares, quelle surface il me faut sur ma ferme pour produire une valeur énergétique. Le but étant d'avoir très peu de surface nécessaire pour toujours produire une valeur énergétique. Et bien, vous avez des agriculteurs qui s'en sortent plutôt très bien, qu'il leur faut très peu de surface pour produire une valeur énergétique, alors que d'autres, il leur faut beaucoup de surface pour produire une valeur énergétique. C'est tout simplement en corrélation avec le potentiel de rendement, ou même le rendement obtenu, grain et paille. Donc avec des petits indicateurs comme ça, on travaille avec les agriculteurs en disant, mais là tu vois, tu as un potentiel de réduction énorme entre 2 hectares comparé à ton voisin qui est dans le Gers, qui est en bio, qui a le même système, et lui, il lui faut quasi 0,5 hectares. L'idée, c'est qu'ils se rendent compte, qu'ils se téléphonent, qu'ils voient comment il faut faire pour qu'ils progressent. C'est le but derrière. Ensuite, là, je vais peut-être passer un peu vite. Je vous avais mis les formules en haut pour ceux qui ça a intéressé. On regardait aussi les gaz à effet de serre, mais les gaz à effet de serre, pas uniquement l'émission. Le but, c'est de voir l'émission, mais qu'on le rapporte à la production. Le but étant de produire très peu, d'avoir très peu d'émissions et d'avoir beaucoup de production. Comme ça, vous avez un rapport émissions de gaz à effet de serre par valeur énergétique produite très faible. Et donc certains s'en sortent très bien, parce que aussi ils produisent très peu, ou soit ils produisent beaucoup, soit ils émettent très peu. Et d'autres pas du tout. Donc très peu de GES une fois rapporté à la production. Et on ne s'intéresse pas juste à l'émission, parce que si on émet très peu mais qu'on ne produit rien, je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir et que ce soit souhaitable en agriculture. On veut émettre très peu, mais produire beaucoup. Et là, ça nous demande beaucoup de travail. Et encore, on ne sait pas faire. Donc c'est quand même compliqué. Donc là, je vous ai présenté quelques résultats. Et à la fin, vous avez une représentation visuelle avec tous les indicateurs, où vous avez la récolte 2013 chez un agriculteur et la récolte 2014. Et on regarde systématiquement comment j'ai progressé sur la ferme et qu'est-ce qui fait que j'ai régressé ou au contraire que j'ai progressé entre les 2 années. Qu'est-ce que j'ai mis en place, pourquoi, il y a aussi à recontextualiser, et comment je diffuse cette information avec d'autres agriculteurs qui ont la même méthode de suivi, qui travaillent sur le même sujet, et l'idée, c'est pas de les comparer, mais de s'enrichir des autres agriculteurs à proximité. Alors ensuite, ici, je vais vous faire ça. Ensuite, on fait des mesures terrain, ce que je vous ai dit, des mesures toutes simples, qui sont loin d'être parfaites. On n'a pas ni les moyens, ni la connaissance de la recherche scientifique, et ainsi de suite, mais ce n'est pas le même travail. Je vous dis ça parce que souvent on me demande pourquoi vous mettez ça en place. C'est plutôt de l'animation avec des agriculteurs et d'apporter des réflexions, se faire poser les bonnes questions. Ici, vous avez tout simplement un dispositif qui provient de la mallette USDA. Ce sont des chercheurs du ministère de l'Agriculture aux États-Unis qui ont mis en place cet outil très simple d'évaluation des sols qui vous permet en fait d'appréhender l'activité biologique des sols. Je vous la fais très simple, c'est une cloche hermétique qu'on met dans le sol qui récupère le CO2 qui provient de la respiration des micro-organismes du sol. Ce CO2-là, en fait, vous le récupérez dans un tube colorimétrique et ça vous donne une estimation de votre activité biologique du sol. Ensuite, il y a quelques calculs en plus à faire sur un fichier Excel,
mais c'est très accessible et c'est faisable par tout le monde. En faisant cette mesure d'activité biologique, on fait d'autres mesures, mais je ne vous ai pas toutes présentées. J'ai pris une étude de cas qu'on avait faite chez un agriculteur en 2014-2015. La seule chose qui change entre les deux modalités, c'est d'un côté, vous avez une parcelle qui est sans culture intermédiaire et en labour. De l'autre côté, en vert, vous avez une parcelle qui est en semi-direct, avec, je dis bien avec des cultures intermédiaires. Et pas en semi-direct, sans culture intermédiaire. Et tout ça dans le temps. Vous voyez, on ne rentre pas dans les détails, vous voyez systématiquement que l'activité biologique du sol, celle qui vous fait une fertilité organobiologique et qui vous structure votre sol, est nettement supérieure dans tous les cas, sur les 2 ans et sur les 6 mois, quand vous êtes en semi-direct avec couverture végétale des sols. On ne va pas rentrer dans le détail, vous connaissez tout le cycle sur la fertilité des sols. Et bien ici, avec une mesure toute simple, on peut l'appréhender et surtout discuter avec les agriculteurs de pourquoi c'est différent le même jour, au même moment, sur une même parcelle, il y a juste les pratiques qui changent. C'est juste ça qu'on veut amener. Ensuite, on a parlé de l'érosion, donc du coup, vous avez plein de questions qui ont introduit certaines de mes diapos. L'érosion, c'est quand même très dur à quantifier et ça prend énormément de temps. Je ne sais pas si vous voyez avec un mètre ou une règle dans les ravines du Gers, sur une parcelle d'1 hectare à mesurer largeur, profondeur, ainsi de suite. C'est intéressant, mais nous, ce n'est pas forcément notre objet. On s'intéresse plutôt à la capacité du sol à infiltrer de l'eau. Ici, vous avez un cylindre, on applique un volume d'eau dans ce cylindre et on regarde le temps que met le sol pour infiltrer ce volume d'eau. Il n'y a pas plus simple. Tout le monde peut le faire. Il faut juste un chronomètre et un cylindre. Quand on fait ce test, on regarde d'abord la capacité du sol à infiltrer de l'eau et on regarde ensuite sa capacité vraiment à percoler l'eau en profondeur et recharger la réserve utile du sol. On fait en fait une double infiltration. On simule une pluie de 27 mm en premier lieu. On attend que l'eau s'infiltre. Et on simule une deuxième pluie instantanément de 24 mm. Et ça nous donne le potentiel du sol à infiltrer ce volume. Ici, toujours pareil, je n'ai pas remis la légende, excusez-moi. Il y a toujours la parcelle en semi-direct avec des couverts végétaux. De l'autre côté, il y a la parcelle en labour sans couverts végétaux. Et bien, vous avez un sol qui met très peu de temps, systématiquement, à infiltrer un volume d'eau, comparé à un sol qui est nu, où vous avez perdu la verticalité des pores qui vous permet à l'eau de s'infiltrer en profondeur. Vous avez, quel que soit l'outil que vous avez utilisé, créé une légère semelle, qu'elle soit épaisse, pas épaisse, dure et tout, qui vous fait un obstacle, qu'elle soit à 5 cm ou à 30 cm, qui vous fait un obstacle physique à l'infiltration de l'eau. Et surtout, quand vous travaillez un peu le sol, vous créez une poussière qui vous bloque, qui vous obstrue les pores qui vous permettent d'infiltrer l'eau en profondeur. Alors qu'avec on va dire le génie végétal, entre guillemets, avec les racines de l'activité biologique, les anéciques qui font les allers-retours, les vers de terre anéciques, entre la superficie et la profondeur, vous gagnez de la porosité verticale qui vous permet de recharger en eau votre sol. Et ici, vous avez la deuxième infiltration au même endroit, et donc là, ça reflète aussi la première infiltration, sauf que ça met plus de temps parce que le sol a déjà ingurgité 27 mm d'eau. Ensuite, on fait quelque chose de tout simple. Donc là, c'est dommage que M. Marie ne soit pas resté, parce qu'on aurait pu débattre un petit moment. On calcule en routine avec les agriculteurs les bilans humiques. Alors ça me fait un peu peur quand je vois la présentation précédente, parce qu'en fait, personne n'est d'accord. C'est inquiétant, hein. Comment on fait, nous, quand on est à l'interface entre la recherche et les agriculteurs? On prend quelle méthode? On ne sait pas, parce que ça, en fait, ça sort de l'INRA, l'IAD, ainsi de suite. Et donc, je connais les paramétrages, ainsi de suite, de ce que j'ai entendu précédemment. Apparemment, ce ne serait pas les bons, ou du moins, ils ne sont pas d'accord. Alors, voilà, c'est quid de quel outil? Et nous, on prend ce qu'on nous met à disposition et on essaie de prendre l'outil le plus fiable et le plus approprié pour travailler avec les agriculteurs. Donc, pour faire un bilan humique, c'est pas difficile du tout, pardon. Vous avez juste à connaître les rendements des cultures, le contexte pédoclimatique, le taux de matière organique. Vous avez aussi les amendements extérieurs, les retours de carbone au sol, ainsi de suite, et vous calculez un bilan humique. Tout simplement, c'est un solde. Hein. Qu'est-ce qui est minéralisé et qu'est-ce qui est humifié? On fait ça en routine avec les agriculteurs. Alors, j'ai fait ça il y a quelques temps avec un agriculteur. J'ai simulé une rotation qu'il fait sur sa ferme, et on a changé tout simplement les techniques culturales et la présence ou l'absence de culture intermédiaire. Donc, le premier scénario, c'est vous avez une rotation maïs, soja, blé, sans culture intermédiaire, en labour. Vous avez dans le temps plutôt un déstockage de carbone ici. Donc je dis bien avec l'outil que j'ai utilisé précédemment. Apparemment,
Il y a d'autres outils qui vous montreraient plutôt l'inverse. Vous avez un déstockage de carbone qui passerait de 1,5% à 1%, à peu près, mais c'est bien une valeur théorique. Si on change de technique culturelle en TCS, on déstocke toujours. Donc des fois, quand on dit qu'on ne déstocke pas forcément, ben, avec ce petit scénario, on arrive à trouver que c'est plutôt du déstockage. Ensuite, on garde toujours la même rotation. Par contre, on met en semi-direct. Et j'ai pas fait semi-direct sans culture intermédiaire, je suis désolé, parce que ben, ça n'existe pas. Si ça marchait, ça se saurait. Donc on a fait semi-direct avec culture intermédiaire. Donc là, on aurait plutôt tendance à stocker du carbone. Et j'ai pas fait non plus avec apport d'amendement et ainsi de suite. J'ai juste changé les techniques culturelles et la présence ou l'absence de culture intermédiaire. Et ensuite, toujours avec les mêmes rendements. Les trois scénarios, c'est les mêmes rendements. Et ensuite, on fait quelque chose de tout simple. Et ben on dit, ben, l'agriculteur, il a du recul, il est bon. Donc on espère aussi dans le temps qu'il a amélioré ses rendements. Et le dernier scénario, c'est exactement le même qu'en jaune. Vous avez juste les rendements en maïs, blé et soja qui ont un peu augmenté. Tout ça, c'était pour vous faire voir que tout simplement la pratique culturelle, le retour de carbone au sol et surtout les rendements paille que vous pouvez avoir qui reviennent au sol, ça impacte énormément le bilan humique que vous pouvez avoir. Et un bilan humique, donc là en fait c'est le bilan carbone que j'ai fait. Un bilan humique, de tête comme ça, retenez que c'est 2 fois plus qu'un bilan carbone. Et dans le sol, le C sur N du sol est de 10. Donc si vous savez la quantité de carbone que vous avez dans le sol, vous savez la quantité d'azote que vous avez. Et donc la quantité d'azote perdue, entre guillemets, chaque année. Si vous avez un bilan qui est négatif, vous allez avoir un bilan azote qui est négatif aussi. Du coup, ça tombe bien, il me reste 5 minutes, alors je vais finir avec des diapos d'agriculteurs. Ici, vous avez une initiative d'agriculteurs avec des couverts d'été en semi-direct, en agroforesterie. Ici, il y a 7 tonnes de matière sèche de sorgho. Donc ça laisse un peu désireux pour certains, c'est compliqué parfois. Donc il faut savoir que ça existe. Ici, pas très loin d'ici, je vous ai fait une chronologie en fait d'une parcelle où vous avez 10 tonnes de matière sèche d'un couvert. C'est un métail avec des févroles, de la veste, de l'avoine, enfin il y avait tout plein de mélanges. Quelques temps après, ça a été roulé, ça a été semé le même jour. Pardon, je passe un peu vite. Ça a été semé le même jour, vous avez l'évolution avec du sarrasin, avec quelques repousses d'avoine, parce que l'avoine en bio c'est quand même compliqué, même avec un rouleau faca, si on ne la prend pas à l'épiaison, il y a encore que Rotal ait fait une graine à 10 cm. Vous avez, décidément, vous avez le sarrasin qui évolue. Sous le sarrasin, vous avez toujours un peu de trèfle, avec un semis de blé dans le trèfle, quand même intéressant, tous les aspects érosion du sol, ainsi de suite, là vous voyez la parcelle est quand même relativement en pente, donc là, c'est plutôt une approche systémique et pas que thématique. On essaye de voir tout ce qui se passe sur une parcelle et pas seulement le stockage de carbone. Ici, vous avez l'évolution du blé. Voilà, vous avez le blé avec du trèfle. Si vous avez des questions, on pourra y revenir un peu plus, je pense, à la pause ou avec les agriculteurs. Suite au blé qui a été moissonné cet été, il a été broyer les pailles à la sortie de la moissonneuse. Ici, vous avez une autre photo qui est assez connue depuis le temps, qui est avec de l'agroforesterie, à environ 5 tonnes de matière sèche de couvert. Ici, c'est Andy, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu, il le présentera sûrement cet après-midi. Andy, il a fait quelque chose de tout simple. Il a une parcelle qui est alimentée par un pivot. De chaque côté, il a mis d'un côté son ancienne pratique en TCS sans culture intermédiaire. De l'autre côté, il a fait du semi-direct de maïs dans un couvert de veste de 5 tonnes de matière sèche. Donc comme ça, il y avait exactement le même contexte climatique et la même irrigation. Ici, vous voyez le semis du maïs, donc après avoir roulé la veste. Son évolution, avec très peu de mauvaises herbes dans l'interrand, mine de rien. Ici, pareil. Et il me semble, voilà, j'ai mis une photo, quand on y était passé, c'était cet été, donc c'était pas encore à maturité. Vous avez une différence, ici c'est le maïs après la veste en semi-direct, et à gauche vous avez en TCS, vous voyez, vous avez le pivot là, qui passe entre les deux. Et là, entre les deux, moi je suis pas très grand, mais le maïs il était plus grand que moi, et de l'autre côté, il devait m'arriver à aller au mi-ventre, quoi. Donc c'est du visuel, mais qui permet aussi d'amener de la réflexion chez les agriculteurs en disant pourquoi c'est différent et est-ce que moi c'est possible de mettre en place ce genre de système chez moi, quoi. Ça c'est Andy aussi, semis de soja dans des couverts de seigle qui étaient assez grands de ce qu'il m'avait fait voir, en faisant tout simplement en couchant le soja. Donc ça c'est en bio, hein. Ah oui, je le redis parce que des fois ça choque. C'est bien en bio ici, hein.
Donc avec une biomasse assez importante de seigle et avec un semis de soja à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a quand même des résultats qui sont assez encourageants et qu'il faut aller voir chez les agriculteurs. Ici, c'est un sarrasin qui a été en fait fait par erreur. L'agriculteur s'est trompé dans la dose et ainsi de suite, mais en bio, eh bien, le sarrasin a couvert très vite, ce qui lui a permis d'avoir un rendement relativement bon et d'être, malgré une erreur de pratique, a réussi à faire un beau travail. Ici, c'est une autre photo, celle-là, j'adore la mettre. L'agriculteur, il n'arrive pas à se débarrasser des chiens dents et des raies gras en bio, donc bon, il galère. Et, si vous voulez, les cover crop et tout ce que vous voulez, il fait que ça. Et bien un jour, je la fais simple, le jour il est rentré avec son semoir, il a semé du soja dedans. Et donc quand vous voyez la photo de gauche, ça fait monter les gens au plafond d'habitude, parce que jamais on aurait cru qu'un soja allait démarrer dans ça. Ça fait 2 ans qu'il le fait. Je dis pas qu'il faut le faire, il faut juste s'en inspirer, peut-être que ça vaut le coup. Il faut le contacter, il faut aller voir comment il a fait, s'il a le bon semoir, et ainsi de suite. À droite, je vous ai mis une photo un peu plus détaillée où vous voyez l'épaisseur de chien dent et de raies gras qu'il y a sous le soja. De tête, la première année, il avait fait 45 quintaux de soja et la deuxième, 30. Donc, je ne sais pas, au prix du soja ou si certains arrivent à bien le faire, ça peut aider. Ça, c'est d'autres semis sur des couverts assez diversifiés. Et c'est mon avant-dernière diapo, du coup. Je voulais juste vous parler de ça. Les agriculteurs sont trop forts. Ils sont trop forts, ils réfléchissent très vite. Et en plus, ils sont innovants. Alors, on a tout à y gagner à travailler avec eux. Et certains se sont regroupés, notamment dans le Gers, pour éviter, de travailler le sol en bio. Et surtout arriver à gérer l'interrang des cultures de printemps, et notamment l'interrang des cultures d'hiver. Donc ils se sont rapprochés d'un constructeur pour faire un prototype. Il n'est pas parfait ni rien, il est en cours encore d'affinage. Il est prêt à l'essai. L'année prochaine, les premiers essais vont être réalisés pour arriver à gérer l'interrang et notamment à rapporter soit des couverts végétaux sur l'interrang qui minéralisent et aussi des mauvaises herbes, ainsi de suite, pour éviter leur prolifération. Donc c'est en cours. Il faut s'intéresser à ce qu'ils font aussi et nous, on les accompagne et on essaye de mettre en place des petits essais à notre hauteur, sans prétention ni rien, mais qui sont faits avec ces agriculteurs. Voilà, c'est ma dernière diapo. Je voulais conclure avec ça. Du coup, en travaillant un peu avec les agriculteurs et en voyant ce qui se passe, notamment dans le Gers, avec des terres toujours nues en difficulté, ça m'a interpellé. J'ai fait un peu de bibliographie et je suis tombé sur une bibliographie de chercheurs de l'hémisphère sud, qui travaillent dans des pays où il y a la pauvreté, où les terres ne sont pas forcément riches, ainsi de suite. Et ils ont fait ce graphique. Vous retrouverez la publication, je vous l'ai mise en haut. Ils ont fait ce graphique avec tout simplement en abscisse le taux de matière organique et en ordonnée quelle productivité, avec quels intrants, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon système pour produire. Et ils en ont conclu, avec leur étude scientifique et leur retour avec les agriculteurs, que dans des situations, vous êtes dans un endroit qui s'appelle une trappe de pauvreté. C'est-à-dire que vous n'avez jamais suffisamment de matière organique pour vous assurer la fertilité de votre sol et de vous permettre de produire sans amener d'intrants, et vous n'avez jamais assez de richesse pour acheter des intrants qui vous permettent de sortir de cette trappe de pauvreté. Donc si vous vous situez ici, c'est-à-dire que vous n'avez jamais d'intrants, jamais assez de matière organique, jamais de rendement, ainsi de suite, j'ai appelé ça un peu le cercle vicieux. Vous restez toujours dans cette trappe de pauvreté qui ne vous permet jamais en fait de produire suffisamment. Alors en haut j'ai mis, attention, des fois quand on est dans cette situation, c'est le seul agriculteur qui arrive à s'en rendre compte, quand on a 1,2% de matière organique, qu'on fait des blés qui sont hauts comme ça, qui ne marchent pas ni rien, eh bien, on peut peut-être s'inquiéter et se dire je suis peut-être à un endroit où il faut que je bascule pour arriver à produire et gagner plus dans l'auto-fertilité du sol et en gagnant surtout en rendement pour acquérir un sol qui est fertile. Donc c'était juste pour conclure qu'il y a des moments, il ne faut peut-être pas aller trop vite, il faut se poser les bonnes questions, aller voir d'autres agriculteurs, notamment ceux qui étaient conventionnels et ceux qui sont conventionnels, parce qu'ils ont quand même plein de choses avec leur recul qu'ils ont, qui sont très intéressants à s'approprier, surtout en bio, et que ce serait quand même dommage de se lancer trop vite et de rester dans cette petite trappe de pauvreté où personne ne viendra vous aider. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.